Décryptage. L'invité de décryptage ce matin, 7h16, l'invité de Maurice Violeton, Hélène Mbolidi, baron du contrat de la baie de Fort-de-France. C'est une confirmation, c'est une consécration, c'est un atout. La baie de Fort-de-France vient d'être classée comme étant l'une des plus belles du monde. Un classement en début de mois, au même titre que Horta au Portugal, de Rosès en Espagne et de la Bolle en France. Bonjour Hélène Mbolidi Baron. Bonjour Maurice Violeton, bonjour aux auditeurs de Martinique Première. Vous êtes du contrat de baie de Fort-de-France, chargée de mission CACEM et animatrice donc de ce contrat de baie. Avez-vous été surprise par cette classification en début de mois? Alors, permettez-moi tout d'abord de bien rappeler effectivement qu'en tant que chargée de mission de la CACEM, animatrice du contrat de la baie de Fort-de-France, j'interviens sur ce dispositif partenarial qu'est le contrat de baie avec 44 acteurs, donc dispositif porté par la CACEM qui regroupe 14 communes, dont les 7 communes littorales, mais également les communes du bassin versant, les administrations, avec notamment la DEAL, le Conseil général, le Conseil régional, le SIXM, toutes ces communautés aussi d'agglomération et de communes, mais également tous les usagers à travers leurs chambres consulaires, comme la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce, les associations de l'environnement. Enfin, vous le voyez, il y a tout un panel avec des scientifiques, le pôle agro-environnemental de la Martinique, l'université. Il y a vraiment beaucoup de monde derrière. Et ce dispositif, la CACEM, nous avons été sollicités par la ville de Fort-de-France comme partenaire pour porter cette démarche d'adhésion au club des plus belles baies du monde. Donc non, je n'ai pas été surprise puisque nous avons participé à ce dossier et qu'il s'agit d'une démarche qui a été enclenchée depuis à peu près 1 an et demi. Alors, est-ce que ce que nous appelons communément la baie de Fort-de-France présente toutes les caractéristiques pour être reconnue au même titre qu'une trentaine d'autres dans le monde? Eh bien, puisque nous avons réussi l'examen de passage, il faut bien croire Alors, que il fallait oui. quoi? Il fallait quoi? Alors, encore une fois, il faut rendre à César ce qui appartient à César. Hein. Je ne suis pas porteuse de ce projet. Nous ne sommes pas porteurs au niveau de la CACEM de ce projet, mais bien du contrat de baie. Mais enfin, la participation que nous avons eue et le lien que nous faisons avec cette démarche de contrat de baie me permet de dire qu'effectivement, par rapport aux critères, il fallait effectivement rendre compte de cette notoriété d'une baie, d'avoir une grande diversité de paysages, d'avoir une faune et une flore diversifiées, également de rendre compte d'une diversité d'activités économiques, d'une appropriation par la population et enfin d'une démarche de protection et de valorisation de cette baie, ce que fait précisément le contrat de baie. Alors, vous avez pris la peine de citer tous ceux qui ont participé à ce projet. Presque, même pas. La baie de Fort-de-France regroupe 7 communes, Chelcher, Fort-de-France, Ducos, Lamentin, Rivière-Salée, Trois-Îlets et les Anses d'Arlay. Mais tout le monde doit se sentir concerné parce que toute la rivière qui descend en la mer, est-ce que tout le monde a envie de jouer le jeu? Hélène Mbolidi Baron. Eh bien précisément, et je vous remercie de m'inviter pour une fois de plus solliciter cet engagement, mais je crois qu'à travers cette démarche contractuelle, partenariale, volontaire qu'est le contrat de baie, nous avons bien l'engagement de tous les usagers et les acteurs de la baie. Vous avez parlé des 7 communes littorales, mais il faut également parler de tout ce bassin versant, puisqu'effectivement, pour pouvoir protéger la mer, il faut de belles rivières, et ces rivières, elles prennent leur source en amont. Donc nous avons un contrat de baie qui réunit 14 communes, allant de Font-Saint-Denis jusqu'à Rivière-Pilote, en passant par le François, le Robert, etc. Et véritablement, je crois que tout un chacun doit se sentir concerné. Il le sera d'autant plus que nous mettons l'accent sur cette richesse et cet atout que constitue la baie. Et pourquoi l'avoir appelée baie de Fort-de-France? Parce que c'est porté par la ville? Non, je crois que ce nom de baie de Fort-de-France est bien ancien. Vous savez qu'il y a eu le Fort Royal initialement, puis ensuite la baie, la ville de Fort-de-France. Mais cette baie de Fort-de-France, précisons bien qu'elle va de Chelcher jusqu'aux Anses d'Arlay, avec un linéaire côtier de 100 km, une surface de 70 km², tandis qu'effectivement la baie des Flamands, avec laquelle on a coutume de la confondre, représente cette baie qui est au niveau de la Française. Et la baie de Fort-de-France englobe différentes petites anses, différentes pointes, dont la baie de Génipa, la Coë du Lamentin. Et c'est effectivement un espace extraordinaire. Et que répondre à ceux qui s'entêtent à vouloir parler de baie des Flamands?
Ben écoutez, moi je ne suis que chargée de mission. Je pense qu'effectivement peut-être faudrait-il lancer un débat, mais je crois que retenons l'idée que c'est la baie de la Martinique, cette baie emblématique qui, à travers, nous avons une île un petit peu fétale et nous avons là cet espace matriciel, source de vie, avec sa mangrove au cœur de la baie, qui est la mangrove de Génipa, creuset extraordinaire de biodiversité. Et ce qu'il faut surtout retenir, c'est toute cette richesse qu'il nous faut préserver parce qu'il s'agit d'un espace fragile et convoité. Alors, lorsqu'on est classé parmi les plus belles baies du monde, on a forcément des obligations puisqu'on veut en faire, par exemple, un atout touristique, on veut en faire un pôle de développement classé baie, parmi les plus belles baies du monde. Quels sont les devoirs et obligations des Martiniquais concernant cette zone géographique, vous l'avez dit, 70 km² avec déjà 1200 hectares de mangroves qu'on sait menacées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Effectivement, cette baie, cette mangrove, ce lieu de développement économique, moteur de l'activité maritime, pôle d'échange migratoire, zone d'activité touristique, tout cela implique qu'on s'implique pour la protéger. Il faut savoir qu'il y a un certain nombre de réglementations. Le contrat de baie vise à répondre notamment à cette directive cadre européenne qui nous impose une bonne qualité des eaux à l'horizon 2015. Nous avons également une autre directive sur sur les eaux, Madame Bolidi-Baron. Est-ce que nous avons les moyens aujourd'hui de mesurer exactement la qualité de cette eau? Est-ce que nous sommes trop chargés en termes de pollution? Est-ce que nous avons nous savons déjà ce que nous pouvons faire, par exemple, pour combattre, pour enrayer cette pollution? Donc effectivement, les problèmes majeurs en termes de pollution relèvent tout ce qui est érosion avec les matières en suspension et au niveau des micropolluants, donc un certain nombre de pesticides, d'hydrocarbures, de métaux lourds. Ou par exemple la décharge de la trompeuse. Alors justement, parmi les actions, alors répondons d'abord à la question de mesure. Donc effectivement, dans le cadre du contrat de baie, nous avons mis en place un observatoire des mesures avec justement réunir un certain nombre de stations déjà existantes et ajouter des stations pour bien mesurer l'impact des actions environnementales que nous allons mettre en place pour voir si effectivement nous sommes dans le bon. Comme pour toute chose, il faut les évaluer. Et pour revenir à ce projet de la trompeuse, sachez qu'effectivement, il y a eu énormément d'aménagements qui ont été faits et qui sont en cours également pour réduire l'impact de la pollution potentielle de cette décharge sur la baie, avec notamment tout un réseau de collecte des lixivia, donc ces résidus issus du ruissellement et de la fermentation qui, chargés de polluants, allaient vers la baie, donc qui sont désormais récupérés dans un bassin de stockage et qui vont ensuite être traités. Donc, bon, je ne développerai pas, mais cette décharge est en train d'être transformée en un parc technologique. C'est un gros projet de la CACEM qui vise justement à la transformer non plus en une source effectivement de nuisance, mais en une zone de je cherche le terme, en fait, développement en fait d'énergie nouvelle avec du biogaz et des panneaux photovoltaïques. Alors, concernant les caractéristiques de cette baie, il était mis en avant que c'est vrai qu'elle a une faune particulière, elle a une flore particulièrement diversifiée, et que c'est également une zone où il y a une activité économique qui est très très dense. On rappelle quand même que les 3/4 de la population gravitent autour de cette zone. Est-ce que justement ce dernier aspect des choses ne risque pas de salir cette baie finalement, l'activité humaine? Oui, le président de notre conseil scientifique, Pascal Safache, fait depuis toujours le plaidoyer un petit peu pour cette baie, en rappelant que les pressions anthropiques, la pression de l'homme justement, est source de dégradation et de pollution de l'environnement. Et je crois que c'est par la sensibilisation et les mesures de protection, comme par exemple la mise en réserve naturelle régionale de la baie de Génipa et les différentes formes de protection des végétaux, le classement au niveau national, le sanctuaire pour les mammifères marins dont nous avons parlé récemment sur les ondes au niveau à Goa. Enfin, il y a plusieurs mesures comme ça et c'est grâce à ces mesures et à la sensibilisation de tout un chacun que nous pourrons effectivement protéger, préserver, valoriser cette baie et son bassin versant. Les Martiniquais ont-ils conscience que nous avons des espèces endémiques, c'est-à-dire qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans cette baie de Fort-de-France? Nous ne leur rappellerons jamais assez. Vous savez que la Martinique, comme la Caraïbe, fait partie de ce qu'on appelle les 34 hotspots au niveau mondial. Ce sont ces points chauds de la biodiversité parce que, bon, géologiquement parlant, il y a eu la fermeture de l'isthme de Panama assez précocement, donc il y a un certain isolement géographique de la baie, de la mer de la Caraïbe, de la mer caribéenne, qui implique donc
une diversification un peu spécifique des espèces. Donc nous avons plus de 4000 espèces de végétaux au niveau de la Martinique, dont 1000 au moins endémiques, et rien qu'au niveau de On le trouve nulle part ailleurs, on le précise bien. Voilà, tout à fait. Certaines espèces enfin, quand on dit qu'on ne trouve nulle part ailleurs, c'est-à-dire que qui sont spécifiques à la Martinique, qu'on n'a pas encore identifiées ailleurs, ou qui ont été développées ici. Et par exemple sur la baie de Génépa, il y a le parc naturel avait découvert il y a quelques années cette espèce d'ananabois, Aechmea reclinata, qui effectivement n'a été découvert nulle part ailleurs. Nous avons également un certain nombre vous le savez, hein, d'animaux un petit peu spécifiques, enfin pas un petit peu, hein, complètement spécifiques, comme notre mygale, un oiseau, le carouge, nous avons le trigonocéphale. Enfin, il y a ces espèces qui n'existent effectivement, qui sont spécifiques à la Martinique. Et tout a été répertorié ? Ou bien on continue à faire des découvertes? Comme je vous ai dit, le PNRM a récemment découvert, il y a un peu plus d'une dizaine d'années, cet ananabois. Mais je pense que la nature nous réserve toujours de nouvelles surprises. Je pense que l'essentiel a quand même été fait, vu le travail de longue date, sans parler de ces tortues, la tortue carrette, la tortue lutte. Il y a véritablement toute une richesse d'espèces, dont un grand nombre qui sont sur la liste des espèces classées à l'échelle nationale et internationale pour être protégées. La baie de Fort-de-France, classée parmi l'une des plus belles du monde. Merci d'avoir été avec nous, Hélène Mbolidi-Baron. On rappelle que vous êtes animatrice du contrat de baie, que vous êtes chargée de mission à la CACEM. Bonne journée à vous. Merci Maurice Violton. Décryptage.